Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 13 juillet. Voici tout de suite les titres de ce soir. Le parc Vairai au rythme des sports traditionnels. Javelot, copra, levée de pierre, près de 800 athlètes participent au Heiva Tuaro Maori 2025. Ambiance festive et un niveau qui ne cesse de s'améliorer. Demain se tiendra le traditionnel défilé militaire du 14 juillet avenue Pouvana Oopa à Papeete. Sur l'île de Maupiti, comme d'habitude, on a célébré la fête nationale en avance afin de pouvoir y accueillir des invités de marque. Le contre-amiral Guillaume Pinger, commandant supérieur des forces armées en Polynésie, était sur l'île. Il est notre invité de ce soir. Et à Otoroa, c'est la course contre la montre. Qui aura le plus beau char? Sur place, on se mobilise pour construire une structure fleurie pour le défilé du 14 juillet. Ossature, palmes tressées, décors locaux, chaque détail compte pour séduire le jury. Les sports traditionnels polynésiens suscitent toujours autant d'engouement. Depuis 2 jours, le parc Vairai à Punaouia vibre au rythme du copra, lancé de javelot ou encore du lever de pierre. Le Heiva Tuaro Maori réunit près de 800 athlètes venus célébrer l'endurance et les gestes d'antan. Certaines délégations, inquiètes par le préavis de grève de la frappe, ont toutefois annulé leur présence à ce rendez-vous. Laure Philibert et Mereteato. 3, 2, 1, Elles ouvrent les épreuves de décortiquage de noix de coco. Les vahinés cumulent dextérité, rapidité et force. Obtenir une place sur le podium requiert assiduité et concentration. Originaire de Moorea, Orama décroche la première place. Là, je suis fière de moi et je tiens aussi à remercier mon entraîneur qui a toujours été là à côté de nous. Cohésion et vie de famille, pour moi, c'est le plus important. De l'autre côté du parc, après des épreuves en individuel samedi, le lancer de javelot se déroule en équipe. Le vainqueur du Patia Ai est celui qui plante son projectile le plus haut sur la cible. On a fait 8 séries, on n'a rien mis dessus. André s'est pas encore entraîné à Mané, mais il a mis 2 Patia dessus le coup. On est arrivé en comptant de l'arrière, deuxième. Premier. On gagne à peu près en précision 30 à 40% par rapport à l'année dernière. Hier, en levée de pierre, les Hawaïennes, les New-Zélandaises ont été pratiquement sur tous les podiums. Je vois là, pour les courses de porteurs de fruits de demain aussi, elles sont bien entraînées et je crois qu'elles sont venues pas pour faire du tourisme. Si de nombreux sportifs des îles du Pacifique ont fait le déplacement, plusieurs équipes des archipels ont renoncé à venir sur Tahiti en raison du préavis de grève de la frappe. On a des grosses délégations qui n'ont pas, qui ont hésité à venir et au dernier moment, en raison de la grève, ils ont annulé leur déplacement. Alors, une partie des déplacements est prise en charge par nous, donc c'est des pertes sèches. Cette année, les organisateurs de la compétition souhaitent donner un nouvel élan au sport traditionnel avec la création d'une fédération internationale dédiée. Ça va changer énormément de choses. Il y a 3 ans, on a une délégation de l'UNESCO qui est venue pour répertorier un peu les sports que nous avons. Les contacts sont très positifs. On ne cherche pas la reconnaissance, on cherche le soutien. Le Heiva Tuaro 2025 s'achèvera lundi avec les courses de porteurs de fruits avenue Pouvana à Oopa. À l'approche du 14 juillet, l'heure est aux dernières répétitions pour les forces armées. Près de 400 militaires se sont mobilisés pour préparer le défilé de Papeete, vitrine des armées de terre, de l'air et de la mer. Parmi eux, de nombreux jeunes polynésiens fiers de représenter leur pays parfois pour la première fois. Reportage de Liora Bounik. Ils marchent à l'unisson. Ici, chaque pas est millimétré. Objectif, représenter au mieux les forces armées. Dans les rangs, beaucoup de fierté, mais aussi de nouveaux visages. Effectivement, il y a la jeunesse qui sera présente sur le défilé parce que c'est très important pour la transmission, pour l'histoire, pour ce que représente en fait ce défilé pour la France et pour la Polynésie française. Pour ces jeunes, défiler est une première, un véritable privilège qui ne vient pas sans sa dose de stress. Un peu de stress parce qu'on ne connaît pas trop le système, mais sinon c'est un honneur d'aller défiler. J'ai hâte de pouvoir montrer
que nous sommes là, que je suis fière de montrer ma nation et mon pays, ainsi que l'armée que je porte. C'est un réel privilège pour moi de participer à cet événement. C'est comme un cadeau qu'on peut nous offrir à nous marins de pouvoir porter la marine. Près de 300 militaires défileront, sans oublier ceux mobilisés pour les moyens aériens. La particularité, ça va être les 3 unités qui vont défiler en chantant à la fin de la prise d'armes. Ça sera ensuite suivi d'un défilé aérien avec 3 avions, 2 avions et un hélicoptère qui passeront dans le ciel polynésien. Le défilé motorisé sera aussi au programme. Rendez-vous le 14 juillet à 10 h devant le Haut Commissariat. Direction Maupiti où la fête nationale prend des allures de retrouvailles communautaires. Cette année encore, la célébration s'est tenue en avance. Au programme, cérémonie officielle, remise de médailles et hommages. Entre devoirs de mémoire et fête populaire, l'île s'est réunie dans un esprit de partage. Reportage de Hotuari Colombani. À Maupiti, la fête nationale du 14 juillet est plus qu'une date. C'est un moment où l'île entière se retrouve, un moment très attendu, mais toujours fêté plus tôt que prévu pour une raison bien particulière. Maupiti ne fait pas comme les autres. Si on veut recevoir nos invités de marque comme la délégation de Miss Tahiti, la Tavanahau, le représentant, le haut-commissaire, l'amiral, et j'en passe des meilleurs, on est obligé de le faire avant le 14 juillet parce que le 14 juillet, c'est impossible de faire venir tous ces gens-là. Temps fort de cette soirée, la remise d'une médaille militaire au maire de la commune par le contre-amiral Guillaume Pinger, un hommage aux 30 années de sa vie passée sous l'uniforme avant de servir sa commune. Yarana, effectivement, c'était pour moi c'est important de venir décorer ici le Tavana de Maupiti. Et moi je ne le décore pas parce qu'il est Tavana, mais parce que c'est un ancien militaire. Il a passé 30 années de service à servir dans les armées françaises, dans les parachutistes. Et c'est un grand soldat. Autre moment chargé d'émotion au cœur de la cérémonie, l'hommage à un enfant de Maupiti légionnaire mort en service devant la stèle érigée en sa mémoire pour l'occasion. Nous sommes très contents, oui, très émus. Voilà. Vous l'aurez compris, à Maupiti, la fête nationale n'est pas qu'un rendez-vous officiel, c'est un moment où les différences s'effacent, où habitants, familles, élus et visiteurs se retrouvent côte à côte. Entre hommages, cérémonies et éclats de rire autour des forains, la fête nationale devient un lien qui unit l'île dans un même élan de fierté et de convivialité. Et pour parler du 14 juillet, le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française est notre invité ce soir. Guillaume Pinger, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Yorana, et merci de m'accueillir sur votre plateau ce soir. Demain, donc, c'est jour de fête nationale avec le traditionnel défilé militaire. Quelle valeur célèbre-t-on ce jour-là ? Je crois que pour demain, le défilé, la première valeur que ça célèbre, c'est la cohésion nationale, c'est la cohésion de la population avec son armée. Mais finalement, au-delà de l'armée, et dans les armées, vous avez vu dans le reportage précédent, la jeunesse sera particulièrement mise à l'honneur. Le défilé sera suivi par l'ensemble des corps en uniforme de la Polynésie, la douane, la police et j'en passe. Et se prolongera ce défilé aussi par un défilé plutôt culturel avec des groupes de danse du Haïva, les Miss qui seront là aussi demain et qui rassemblera la population autour des valeurs de la République et des valeurs du pays pour former ensemble cette belle cohésion nationale. Le deuxième point que je pourrais mentionner pour ce défilé demain, c'est aussi une date anniversaire, puisque l'année 2025 marque à la fois le 80e anniversaire de la fin du deuxième conflit mondial. Et je pense que là, la valeur qui nous mobilise, c'est un devoir de mémoire et de reconnaissance envers nos anciens et de transmission. Et comment ne pas évoquer l'épopée glorieuse du bataillon du Pacifique et de nos anciens ici qui nous obligent aujourd'hui. Le deuxième anniversaire qu'on fête cette année, c'est le 100e anniversaire du Bleuet de France, qui est un bleuet qu'on porte à sa boutonnière au moment des fêtes nationales et qui symbolise la solidarité et la reconnaissance envers les anciens combattants et leurs familles et ceux qui ont été touchés. Et puis peut-être le dernier message, c'est montrer que les armées sont prêtes à s'engager pour protéger et défendre la population et notre pays. Et comme vous le disiez, donc on a de plus en plus de jeunes qui s'engagent dans l'armée. Le rôle de l'armée en tant que vecteur de formation et d'insertion pour les jeunes, est-ce que c'est quelque chose d'important selon vous ? Je pense que c'est très important parce que pour être militaire, déjà, il faut être en bonne condition physique. Donc, on a un besoin de jeunesse. On est dans une logique de flux. On a des gens qui rentrent et qui sortent tous les ans. Et je constate que les armées attirent les jeunes Polynésiens et que la Polynésie est un
un vivier de recrutement qui est important pour nos armées. Et les Polynésiens que j'ai eu l'occasion ou l'honneur de commander sont toujours de très bons soldats, de très bons militaires. Et donc c'est une chance de les avoir dans nos armées. Et peut-être le deuxième focus que je pourrais faire, c'est que tout le monde n'a pas vocation à s'engager dans les armées. Néanmoins, on peut être réserviste, ou on peut passer au service militaire adapté pour s'insérer dans la société et trouver un métier par la suite. Et donc le service militaire adapté sera aussi également présent demain avec d'autres dispositifs pour la jeunesse comme le service national universel qui défilera, les escadrilles Air Jeunesse, les préparations militaires marines ou les volontaires découvertes de l'armée de terre qui défileront demain avec fierté. On les a aperçus dans votre reportage. Et comme vous le savez, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, arrive mardi soir à Tahiti. Quel sujet avez-vous prévu d'aborder avec lui ? Je dirais les sujets que j'aborderai avec lui sont plutôt les sujets pour lesquels j'apporte mon concours au haut-commissaire, principalement la surveillance maritime, le sauvetage, les évacuations sanitaires et l'aide à la population. Donc j'aurai le plaisir d'accueillir le ministre au camp d'Aroué où se trouve le centre maritime commun qui permet de surveiller la zone économique exclusive et de gérer les opérations de secours avec le JRCC que je pense tout le monde connaît en Polynésie. Ensuite nous irons voir le nouveau patrouilleur de la marine avec son drone Tereo Atereo Iterai sur la base navale de Whareute. Puis nous rendrons à Faa, au groupement d'aéronautique militaire de Faa, où nous verrons les nouveaux avions de surveillance maritime, mais aussi les moyens de l'armée de l'air et de la marine qui servent pour les EVASAN et la surveillance de l'espace maritime polynésien. L'avenir institutionnel qui se dessine autour de la Nouvelle-Calédonie aura-t-il des conséquences sur la présence de l'armée française dans ce futur État ? C'est difficile de répondre à cette question compte tenu de l'accord qui est tout récent, dont je ne connais pas la teneur. Ce que je peux néanmoins vous dire, c'est qu'on peut se réjouir qu'un accord ait été trouvé et permette de retrouver une période de stabilité et de construction collective pour ce territoire. En février dernier, vous étiez à bord du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Je rappelle donc que vous avez eu le commandement de celui-ci entre 2019 et 2021. Ce bâtiment terminait une série d'exercices avec les armées japonaises et américaines. Et avec la présidence Trump, les collaborations entre les armées françaises et américaines risquent-elles de se dégrader ? Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais sur le porte-avions Charles de Gaulle parce que je suis chargé des opérations militaires sur l'ensemble de l'espace Pacifique, sur une grande partie de l'espace Pacifique. Et c'est à ce titre-là que j'ai eu l'occasion de m'y rendre avec des amiraux américains et japonais. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les relations entre chefs militaires restent excellentes, que les relations sont très bonnes, sont franches, que les Américains apprécient l'action de la France ici dans le Pacifique. Et d'ailleurs, ils viendront s'entraîner, les Marines américains viendront s'entraîner ici à la fin du mois d'août avec le régiment d'infanterie de marine du Pacifique Polynésie. Face aux géants que sont la Chine et les États-Unis, aux tensions mondiales qui s'accentuent, la France a-t-elle vraiment les moyens d'être une puissance d'équilibre, en particulier dans la zone Indo-Pacifique ? Ce que je peux vous dire là encore, c'est qu'aujourd'hui j'ai les moyens de remplir ma mission ici, qu'avec l'effort budgétaire qui est consacré par la nation, on va être encore mieux capable de le faire, et également d'agir dans la région auprès de nos alliés et partenaires et de nos voisins. Et donc je pense que ça c'est une chose à souligner. Et le deuxième point que je pourrais mentionner, c'est que finalement l'effort qui vient d'être annoncé par le président supplémentaire va renforcer notre position et notre aptitude à s'engager dans cet espace. Et peut-être que le troisième point que je pourrais souligner, c'est que finalement, quand on discute avec l'ensemble, j'ai l'occasion de me rendre à un certain nombre de réunions internationales avec beaucoup de pays du Pacifique, mais aussi de l'Asie du Sud-Est. Beaucoup de ces pays sont sensibles à la position de la France et sont extrêmement demandeurs de coopérer avec la France et avec ses armées. Et enfin, le chef d'état-major français s'est exprimé il y a quelques jours sur la menace durable et très sérieuse que représente aujourd'hui la Russie pour l'Europe, avec Poutine d'un côté, Donald Trump de l'autre, sans oublier les ambitions de la Chine. Est-ce que les grands équilibres du monde sont en plein bouleversement et quelles sont les conséquences pour la Polynésie ? Ce que je peux vous dire, c'est que les grands équilibres du monde, effectivement, sont en bouleversement. Et pour faire référence à l'interview du chef d'état-major des armées que vous mentionnez, ils le sont durablement. On ne s'attend pas à un retour en arrière. Il y a une espèce d'effet cliquet et on ne reviendra pas en arrière. Et donc, il y a des enjeux de sécurité qui sont importants, qui fait que la France accélère son effort de défense. Et je pense que c'est le mouvement que nous suivons ici en Polynésie pour protéger la population, ce territoire, et aider nos voisins et faire peser la voix de la France dans l'espace Indo-Pacifique. Merci beaucoup Guillaume Pinger d'avoir accepté notre invitation ce soir. On rappelle donc que vous êtes commandant supérieur des forces armées ici en Polynésie française. Je vous remercie et si vous me permettez pour terminer, je voudrais avoir une pensée particulière pour l'ensemble des militaires polynésiens
qui servent sous le drapeau dans les armées françaises et pour leurs familles. Beaucoup d'entre eux fêteront ce 14 juillet loin de leur famille et loin de leurs proches, parfois sur les théâtres d'opération. Parfois d'autres défileront à Paris ou dans d'autres métropoles de l'ensemble des territoires français. Et j'ai une pensée particulière pour eux et pour leurs familles ce soir. Justement, on part du côté de la France, vu que c'est une première qui a tout d'un rêve éveillé. Heitiaré et Kylian, 2 élèves gardiens de la paix originaires de Polynésie, ont été sélectionnés pour défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet. Un moment fort pour ce couple formé à l'École nationale de police de Nîmes. Pierre Lamarque et Wallis Glaise les ont rencontrés. Ça va, Bé? Tu te sens bien? Ça va le faire, on s'est entraîné. Un dernier moment de complicité pour Heitiaré et Kylian, avant d'être sous les yeux de la France entière à l'occasion du défilé du 14 juillet. Tous deux sont élèves gardiens de la paix de l'École nationale de police de Nîmes et ont été sélectionnés pour participer au défilé. Cet événement, le moment d'une vie. Pour moi, franchement, grande fierté de représenter le Fénois, surtout parce que ce n'est pas que notre institution qu'on représente, qui est la police nationale, mais le Fénois, donc franchement, grande fierté et reconnaissante surtout. L'École nationale de police de Nîmes, créée en 1998, participe à la formation initiale des gardiens de la paix, des policiers adjoints, des cadets de la République. Cette année, 109 éléments vont défiler. Avant de fouler pour la première fois le bitume des Champs-Élysées, l'heure est au dernier réglage. Entre alignement dans les rangs, balancement des bras et cadence, tout est millimétré. Alors en fait, ça a été une sélection à la base qui a été faite. Ils ont choisi les meilleurs, en fait, ceux qui marchaient le mieux au pas. Après, c'est une synchronisation des bras, c'est un alignement et puis c'est beaucoup de marches en fait. On répète beaucoup et on marche quasiment 20 km tous les jours depuis 2 semaines. C'est la conviction du respect de la loi qui a poussé notre couple à suivre cette vocation. Pour Heitiaré, son rêve de devenir policière est aussi lié à une histoire familiale. Oui, moi franchement, j'ai beaucoup d'admiration envers le métier parce que ma maman elle a été victime de violences conjugales quand j'étais petite. Du coup, j'ai beaucoup d'admiration envers le métier. Sois forte, je t'aime, bisous. Nos amoureux termineront leur formation le mois prochain. Heitiaré espère par la suite intégrer la Direction nationale de police judiciaire. Quant à Kylian, préférant le terrain, son choix se portera entre le métier de CRS ou celui de maître chien. À Outouroi, on se prépare au concours du plus beau char fleuri. Depuis ce matin, les troupes sont à pied d'œuvre pour préparer leur défilé. Parmi elles, la troupe Ahurareatea, mobilisée avec danseurs, musiciens et bénévoles. Objectif, illustrer leur thème, chanter et danser. Un travail collectif intense pour quelques minutes de passage devant le jury. Reportage de Jessica Doucet. Ils sont à l'œuvre depuis 8 heures ce matin avec pour objectif terminer le char fleuri de la troupe avant la tombée de la nuit. Les hommes montent l'ossature de la structure. Tout doit être bien fixé pour éviter tout incident. Le voilà, on fait avec les cordes là. Et bois, c'est des pourreaux. Il faut que ça supporte la déco? Oui, toute la charge des décorations, les ouna, tout. Pour la partie esthétique, c'est le travail des femmes. Réparties dans des ateliers, elles confectionnent, tressent et découpent les divers feuillages fraîchement récoltés. Je suis là pour aider, pour tresser, peut-être pour couvrir le bord du char fleuri. Il va falloir faire beaucoup? Ben oui, ne pas qu'on voit. Dans le règlement, le char fleuri doit représenter le thème dansé et chanté par la troupe Oheiva. Ahurareatea raconte Outouroi. Conformément à notre thème, donc on a choisi l'histoire de Outouroi. Donc on a choisi, on va dire, les éléments clés qui représentent justement cette ville, dans le Mont Tapilleuil, avec la première petite église qui s'est construite quand les missionnaires sont arrivés dans les années 1800. Et bien sûr, bienvenue à Outouroi, donc on va aussi représenter l'emblème de Outouroi. Un travail minutieux de plusieurs heures qui sera admiré demain lors du défilé du 14 juillet et noté en l'espace de quelques minutes par le jury. À Punaouia, après les oranges, place aux protéines. Ce matin, près de 200 personnes ont dégusté une omelette géante préparée par les célèbres chevaliers de Dumbéa venus tout droit de Nouvelle-Calédonie. Une recette gargantuesque qui a nécessité pas moins de 2000 œufs pour un moment convivial qui a régalé tout le monde. Un petit déjeuner copieux que notre journaliste Heymanu Manutei a eu la chance de savourer. Après la fête de l'orange, omelette géante façon Dumbéa, le cassage des œufs a été rapide. Comment se passe la casse des œufs là ce matin? Très très bien, c'est un plaisir de le faire.
C'est intéressant, c'est nouveau pour nous. Hein. Pour nous, la ville de Punaouia, c'est intéressant. Et c'est bien pour la population de Punaouia. Mais oui, t'inquiète! Au total, 2000 œufs pour une poêle de 2 mètres de diamètre. La dernière omelette géante avait été préparée en 1997 avec un diamètre de 4 mètres. Jacques Vi était alors le tavana de Punaouia. Aujourd'hui, la ville saluait à nouveau la présence des chevaliers de la confrérie de l'omelette de Dambéa venus de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes ravis en tout cas d'offrir ça donc de nouveau à notre population. On projette à l'avenir de monter peut-être une confrérie ici à Punaouia pour qu'on puisse aussi nous préparer nous-mêmes bien sûr cette omelette. Mais pour l'instant on a 4 chevaliers. L'omelette géante est plus qu'une tradition, un symbole qui puise ses racines dans le Moyen-Âge en Europe et qui apparaît pour la première fois en 1984 dans la ville de Dambéa. Les premiers événements, c'était déjà en 1984. Et le maire de la ville de l'époque a eu cette idée aussi de faire une omelette géante pour rapprocher la population. Et nous, chevaliers de Dambéa, on fait tout pour que cette tradition perdure. Et voilà, on la partage avec Punaouia. Sur place, les badauds apprécient le moment. Au fil des années, ils ont fait des variantes, mais ça mérite d'être goûté. Et là, je vais goûter pour la première fois en Polynésie, de voir s'ils la font pareil que l'autre côté avec les œufs qu'ils ont ici. Hein. Après la cuisson, place au partage de l'omelette avec l'ensemble de la population présente. Un peu de sport pour finir à Valmiera, en Lettonie. Kalani Helm a marqué l'histoire du BMX tahitien. À seulement 9 ans, il termine 4e du championnat d'Europe dans sa catégorie après un parcours sans faute. Intégré à la sélection de la France, il devient le premier tahitien à se hisser à ce niveau. Le jeune champion s'est exprimé sur sa victoire. Ma 4e place et j'ai continué à m'entraîner avec mon coach pour les championnats du monde au Danemark, à Copenhague. Et je vais essayer de viser un podium. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent, à mes sponsors, à la Fédération tahitienne des cyclistes et à mon coach Nathanaël. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après au sommet des îles, suivi de votre émission Au cœur du Haïva. Je vous souhaite une belle soirée sur TNTV et vous retrouve vendredi prochain. Passez une excellente semaine et on se quitte sur ces images du Haïva avec le groupe Ha'avai dans la catégorie Taravat Haiti.